Le président de la République a accordé 12 audiences ce jeudi, successivement à l'administrateur du PNUD, Mme Hélène Clark, et au ministre bissau-guinéen des Affaires étrangères. Clôture ce jeudi de la table ronde des bailleurs de fonds pour la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du programme national d'investissement agricole. La grande réunion de rentrée scolaire 2012-2013 s'est tenue ce matin en présence de la ministre de l'Éducation nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce journal. Le président de la République, et je vous le disais en titre, a reçu ce jeudi l'administrateur du programme des Nations Unies pour le développement, Madame Hélène Clark, troisième personnalité du système des Nations Unies, ancien Premier ministre de Nouvelle-Zélande. Au menu de cette audience, la coopération entre la Côte d'Ivoire et le PNUD. Le chef de l'État a également accordé une audience au ministre des Affaires étrangères de Guinée-Bissau, M. Faustino Foudoute Imbali, qui est venu faire le point de la situation dans son pays. Compte rendu à Ouattouré. Le ministre des Affaires étrangères de la République de Guinée-Bissau, Faustino Imbali, est venu transmettre au président Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, un message de son homologue bissau-guinéen, Serifou Namadjo. Message qui fait le point de la situation en Guinée-Bissau depuis l'installation des autorités de transition. La Guinée-Bissau, vous savez, vit un moment un peu difficile. Nous avons traité sur 3 points. Le premier point, c'est un compte rendu de la situation interne en Guinée-Bissau au président Alassane Ouattara en tant que président exercice de la CEDEAO. Deuxième point, c'est sur la situation situation interne en Guinée-Bissau, que malgré la situation de post-conflit de coup d'État, c'est une situation calme. La situation est très calme en Guinée-Bissau. Et le président Serifou manifeste son désir de venir entretenir avec son frère sur toutes les questions de l'actualité en Guinée-Bissau et dans la sous-région avant l'Assemblée générale des Nations Unies. Autre personnalité reçue ce jeudi 13 septembre par le président de la République Alassane Ouattara, Mme Hélène Clark, administrateur du programme des Nations Unies pour le développement. Elle est en Côte d'Ivoire pour le suivi-évaluation des grands chantiers financés par le PNUD après la crise post-électorale. Mme Hélène Clark a indiqué à l'issue de sa rencontre avec le chef de l'État que la Côte d'Ivoire peut compter sur l'appui du PNUD dans le cadre de la mise en œuvre de son programme national de développement. Ces derniers 18 mois, Monsieur le Président, nous avons vu les efforts que vous avez fait pour essayer de ramener la Côte d'Ivoire sur la scène internationale, mais aussi pour l'avancement de la Côte d'Ivoire et son repositionnement en tant que leader régional et pour le rôle que vous avez joué dans la CEDEAO au-delà même de vos frontières. Nous vous félicitons aussi pour vos efforts dans l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, ce qui va permettre d'avoir encore plus de ressources. Vous avez un programme très large dans le plan national de développement et nous allons faire tous les efforts dont nous sommes capables pour pouvoir soutenir vos efforts dans la mise en œuvre de tous ces programmes. Et nous allons travailler en collaboration étroite avec vous pour réduire et éventuellement éradiquer la pauvreté et ainsi voir tous les enfants ivoiriens à l'école et les pays avancés. Le président de la République Alassane Ouattara a pour sa part dit sa joie de recevoir l'administrateur du PNUD, Mme Hélène Clark, une dame de grande expérience. Elle a été Premier ministre de la Nouvelle-Zélande à plusieurs occasions. Nous avons profité de sa présence pour apprendre un peu plus sur la gestion d'un pays multiculturel qu'elle a su bien gérer. Et surtout, nous avons également parlé de la situation en Côte d'Ivoire et nous lui avons dit que nos préoccupations essentielles
à la date d'aujourd'hui sont les questions de sécurité et de réconciliation. Je voudrais remercier Madame le Premier ministre pour ses conseils et aussi pour le soutien du PNUD au peuple ivoirien qui a donc la détermination d'aller encore plus vite dans le développement et la réconciliation. Madame Hélène Clark se rendra aussi à Guiglo, dans l'Ouest, samedi. À Guiglo, où elle va remettre les clés des infrastructures publiques réhabilitées par le programme des Nations Unies pour le développement. Madame Hélène Clark poursuit donc son séjour en Côte d'Ivoire. L'administrateur du programme des Nations Unies pour le développement a eu une séance de travail ce matin avec le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Daniel Kablan-Duncan, représentant le Premier ministre Ahoussou Kouadou-Janou en mission en Bosnie. Aux côtés du ministre d'État, plusieurs membres du gouvernement. Les échanges ont porté sur la relance économique post-conflit, le renforcement de la résilience ainsi que la cohésion sociale et la bonne gouvernance. Le compte-rendu complet de Alexis Ouedraogo dans notre édition de demain. Souvenez-vous, le président Alassane Ouattara avait posé le lundi 9 janvier 2012 la première pierre des logements sociaux à Abidjan, à Yopougon. Le chef de l'État joint ainsi l'acte à la parole, celui de mettre à la disposition de chaque Ivoirien, quelle que soit sa condition sociale, un toit. Le regard de Laurent Banga. Se loger en Côte d'Ivoire est un souci pour la grande majorité des ménages dans notre pays. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara veut apporter une solution à cet épineux problème en mettant à la disposition de chaque Ivoirien, quelle que soit sa condition sociale, un toit. Le gouvernement joint l'acte à la parole avec le lancement à Yopougon de la construction de plus de 2000 logements sociaux de bonne qualité à un prix abordable pour tout Ivoirien. Le quartier baptisé Alassane Ouattara est doté d'équipements de proximité, de voiries et de réseaux divers proprement assainis. Après le chantier de Yopougon, un autre chantier sera ouvert à Cocody, plus précisément à la Riviera. 320 logements évolutifs y seront construits. Les maisons bâties sur ce site sont constituées d'immeubles collectifs de rez-de-chaussée plus 2 qui regroupent 60 appartements de 3 et 4 pièces et de villas de 3 et 4 pièces de type duplex. Comme à Yopougon, ces espaces de vie sont constitués d'infrastructures de base telles que une école primaire, un centre médical, un centre commercial, des espaces collectifs, jardins et des terrains de sport. Pour ces chantiers, l'accent sera mis sur l'amélioration de la qualité de vie des riverains. Après Yopougon et Cocody, le président Alassane Ouattara et son gouvernement n'entendent pas s'arrêter là. Déjà, le ministère de la Promotion du Logement a mobilisé plus de 3000 hectares de terrain dans le district d'Abidjan et plus d'une centaine dans celui de Yamoussoukro. En attendant l'acquisition de tous ces logements sociaux, le gouvernement se veut regardant sur les critères d'attribution de ces logements sociaux. Critères su et vus de tous les Ivoiriens, c'est aussi cela la bonne gouvernance que prône le président Alassane Ouattara. La zone industrielle de Beaunois va certainement bénéficier d'une aide pour son développement. Le président directeur général du groupe FECO était en visite sur le site ce jeudi. FECO est un groupe chinois qui intervient dans plusieurs activités, dont la construction, les logements sociaux, les infrastructures, les routes, les ponts, l'agroalimentaire. Le président du groupe Tongo Fijen avait à ses côtés pour cette visite M. Agui Amafon Germain, le directeur de cabinet représentant le ministre d'État, ministre de l'Industrie, raison de la visite de la zone industrielle de Beaunois, des possibilités d'investissement dans cette zone et l'appui à la réhabilitation des zones industrielles de Côte d'Ivoire. Sachez que depuis 15 ans, le groupe FECO est classé dans le top 500 des entreprises de Chine, top 500 des entreprises chinoises dans le monde et le top 100 des entreprises à Shanghai. On parle de défense maintenant et de coopération entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Le vice-amiral Bradley Gerk, directeur du Centre de sécurité militaire et de renseignement humain de la défense des États-Unis d'Amérique, a été reçu ce mercredi par le ministre auprès du président de la République chargé de la défense. La reprise de la coopération militaire était au centre de cette rencontre. Le ministre en charge de la défense a saisi l'occasion pour expliquer les raisons pour lesquelles les personnels des forces de sécurité et de défense seront payés à la caisse à la fin de ce mois. Abou Sanogo, reportage.
Le directeur du Centre de sécurité militaire et de renseignement humain de la défense des États-Unis, l'amiral Bradley Gerk, dit être venu marquer la volonté des autorités américaines de redynamiser la coopération militaire avec la Côte d'Ivoire. L'axe principal de cette coopération sera pour l'instant la formation des cadres audits de l'officier général américain qui s'est par ailleurs réjoui des nombreux défis déjà relevés par les autorités ivoiriennes dans la normalisation de la situation en Côte d'Ivoire. Au nom du président de la République Alassane Ouattara, Paul Kofi a salué l'appui que les États-Unis apportent à la Côte d'Ivoire dans le cadre de la relance post-crise. Le professionnalisme étant une priorité pour les autorités militaires, les attentes dans le domaine de la formation des personnels sont nombreuses, a-t-il poursuivi. Et comme formation rime avec maîtrise des effectifs, Paul Kofi a donné les raisons de la paie à la caisse de l'ensemble des personnels de forces de sécurité et de défense à la fin de ce mois de septembre. En payant en main propre, les individus sont obligés de se présenter physiquement, puisqu'il y a eu et il y a certainement des mouvements de certains militaires qui sortent sans permission, et probablement, où il y en a qui ne se présentent pas, n'est-ce pas, à l'appel, tous les matins. Donc nous avons la responsabilité de savoir où ils sont, et aussi on doit payer des gens qui existent. Donc tout cela, ce sont les moyens de contrôle, de gestion de bonne gouvernance, mais aussi de sécurité, puisqu'il est important que les militaires soient à leur poste. Il faut noter que la mission de l'amiral Bradley Gerk, qui l'a conduit dans plusieurs pays africains dont le Ghana, prend fin avec l'étape de la Côte d'Ivoire. On parle de sécurité dans la sous-région ouest africaine. Ouvert depuis hier, les travaux de la 8e réunion annuelle du comité des chefs des services de police de la CEDEAO et du forum des ministres en charge de la sécurité de la CEDEAO se poursuivent avec l'ouverture de la 13e assemblée générale du dit comité. Objectif de ces différentes rencontres, mettre fin aux nouvelles formes de criminalité dans la sous-région. Abou Sanogo pour les détails. La criminalité transfrontalière est une menace pour la sous-région. Les chefs de police de la communauté de l'Afrique de l'Ouest en sont conscients. Ils se sont retrouvés dans le cadre de la 13e Assemblée générale de leur comité, en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, et du ministre guinéen de l'Intérieur. Objectif, combattre la criminalité et assurer la sécurité régionale. Selon le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko, ces nouvelles formes de criminalité sont dues, entre autres, à la pauvreté et aux conflits successifs dans différents pays. Elles ont entraîné la prolifération des armes légères et de petit calibre, accentuée par la porosité des frontières. Il faut conjuguer nos efforts dans la concertation pour lutter contre ces phénomènes. Le succès de cette lutte requiert une bonne formation des agents chargés de l'application de la loi, une stratégie commune de lutte ainsi que le recours à des spécialisations. Pour sa part, la Côte d'Ivoire est déterminée à participer activement à toutes ces actions qui concourent à la sécurité globale de la sous-région. Pour les différents intervenants, l'utilisation des outils d'Interpol permettra une large collaboration avec les autres services d'application de la loi qui conduiront à une nouvelle synergie des efforts conjugués dans la lutte contre les crimes organisés en vue de constituer une plateforme pour l'organisation d'opérations conjointes et simultanées de la police. Ces rencontres qui prennent fin ce samedi sont l'occasion pour les différentes entités de la police et des ministres en charge de la sécurité d'échanger sur les conditions de renforcement des capacités de la police sous-régionale et d'arrêter des mesures concrètes pour la consolidation de la sécurité des pays de la CEDEAO. 10 ans après la mort du général Robert Gueye, le parquet militaire ouvre une enquête qui vient répondre à la plainte déposée par la famille de l'ex-chef d'État. L'historien Angoua a rencontré le commissaire du gouvernement Ange Kessi pour un entretien. Nous vous proposons un extrait. Nous avons reçu la plainte le 12. La plainte a été écrite le 7. Nous avons reçu ça le 10 septembre 2012. Et il aurait fallu 9 jours de plus pour que l'action publique soit éteinte. C'est-à-dire qu'on décide, on constate la prescription. Parce qu'après 10 ans, un crime est prescrit. Donc si le plaignant attendait 2 jours pour déposer la plainte, c'est-à-dire que s'ils attendaient le 19 septembre à minuit pour déposer la plainte
ils auraient été déclarés clos, si vous voulez, leur plainte aurait été déclarée non recevable parce que les faits auraient été prescrits. L'enquête vient à peine de commencer. Nous avons depuis 3 jours commencé à entendre les personnes. Il y a des officiers, des ex-FDS qui sont entendus. Nous avons demandé le transfert du principal suspect, le commandant Seka Anselme, qui nous sera livré sauf incident majeur. Donc nous avons ouvert donc de nouvelles enquêtes, enquêtes dans lesquelles il sera interrogé en même temps que d'autres officiers et des civils en plus, parce que nous entendons procéder à l'audition dans cette affaire d'anciens ministres. Le procureur militaire Ange Kessi exhorte par ailleurs tous ceux qui ont des plaintes à déposer pour ce type d'affaires à s'exécuter avant le 19 septembre 2012, date de prescription. L'intégralité de l'entretien sera diffusée après le journal. Feu le général Robert Gueye est le président fondateur de l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, l'UDPCI. L'UDPCI qui commémore le 10e anniversaire de sa disparition dans son village natal à Kabakouma du 18 au 21 septembre prochain dans le département de Biankouma, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. L'information a été donnée par le secrétaire général du parti, M. Alassane Salif Ndiaye, au cours d'un point de presse qu'il a animé aujourd'hui même au plateau. Il invite les militants à rendre un hommage mérité au père fondateur de leur parti. Doigt de laser, Patricia Oumouetia. Une minute de silence observée à la mémoire du général Robert Gueye avant l'ouverture de ce point de presse de l'UDPCI. Le 10e anniversaire de la mort de Robert Gueye, ex-chef de l'État de Côte d'Ivoire, sera célébré par sa famille politique le 19 septembre prochain. C'est ce qui ressort du point de presse animé par le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, Alassane Salif Ndiaye. Pour lui, il est temps que la lumière soit faite sur la disparition du général Robert Gueye. Loin des sentiments de haine, car nous nous inscrivons dans la dynamique du processus de réconciliation. Nous croyons fermement que la vérité est mère du pardon et que l'oubli est fils de la justice. L'occasion également pour le secrétaire général de l'UDPCI de rappeler la vision imprimée par le leader du parti, Robert Gueye, de faire de la Côte d'Ivoire un État prospère et démocratique. Souvenons-nous, c'est ici, dans cette salle, que le général Robert Gueye a parlé pour la dernière fois à la Côte d'Ivoire et au monde. C'est à cette occasion qu'il a stigmatisé la roublardise en politique. Les festivités marquant le 10e anniversaire de la mort du général Robert Gueye vont se dérouler par des prières et des veillées de recueillement à Abidjan et à Kabakouma, son village natal, du 18 au 21 septembre 2012, au thème desquels la famille biologique et politique du général Gueye entend saisir la juridiction compétente afin que les auteurs du crime soient connus. Au chapitre judiciaire, la Cour pénale internationale tiendra les 24 et 25 septembre prochains une audience à huis clos pour déterminer si l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo est médicalement apte à assister aux procédures engagées contre lui. Cette audience fait suite à une demande de la défense de l'ex-président ivoirien d'établir un rapport sur son état de santé. Laurent Gbagbo est soupçonné par la CPI de crimes contre l'humanité commis pendant la crise post-électorale. La traditionnelle réunion de rentrée scolaire s'est tenue ce jeudi au lycée Sainte-Marie de Cocody. Ministère de l'Éducation nationale, acteurs et partenaires du système éducatif se sont retrouvés pour définir les orientations de la prochaine rentrée scolaire 2012-2013, prévue le lundi 17 septembre. Kandia Camara, la ministre de l'Éducation nationale, a annoncé au cours de cette traditionnelle réunion l'introduction de 2 nouvelles matières dans le programme d'enseignement, ainsi que la construction d'environ 3000 nouvelles salles de classe. Les détails avec Sylvie Touré. 2 matières font leur entrée dans les programmes scolaires. Il s'agit de l'EDHC, l'éducation aux droits humains et à la citoyenneté, et les TICE, les technologies de l'information et de la communication à l'école. L'information a été donnée par la ministre de l'Éducation nationale au cours de la réunion de rentrée.
Sont concernés par ces nouvelles disciplines la maternelle, le primaire, le premier cycle et le CAFOP. Des examens blancs à l'échelle nationale seront organisés à compter de cette année pour les classes de 3e et de terminale. Autre information majeure livrée par la ministre Kandia Camara, l'augmentation de la capacité d'accueil. Sur les 3300 nouvelles salles de classe prévues pour le primaire, 1800 sont déjà disponibles. 5 des 8 nouveaux collèges sont achevés et les travaux de construction des 11 collèges de proximité se poursuivent. Des travaux de réhabilitation d'écoles ont aussi été réalisés sur l'ensemble du territoire. À noter également le recrutement de 8000 enseignants pour combler le déficit. Tout semble donc réuni pour la réouverture des classes ce lundi 17 septembre. Kandia Camara a invité enseignants, parents et élèves à respecter les instructions suivantes. 1. Le respect scrupuleux de la date de la rentrée scolaire 2012-2013 et du début effectif des cours fixé au lundi 17 septembre 2012. 2. L'inscription dans les écoles primaires publiques est gratuite. 3. Les frais d'inscription dans l'enseignement secondaire restent inchangés, c'est-à-dire 6 000 francs CFA. 4. Le recrutement parallèle demeure strictement interdit. 5. La vente de fascicules imposée aux élèves en remplacement des manuels scolaires officiels est interdite. 6. Le port de l'uniforme scolaire est une exigence, donc obligatoire. 7. Les activités syndicales et politiques sont strictement interdites au sein de nos écoles. Un point d'honneur sera mis sur l'apaisement du climat à l'école. Un forum social avec les différents syndicats et associations est en préparation. Objectif, initier le dialogue, l'une des conditions à l'amélioration des résultats scolaires. Pour la ministre de l'Éducation nationale, l'année scolaire 2012-2013 est l'année de tous les défis. Les ministères de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, des eaux et forêts, de la santé et de la lutte contre le sida, de l'environnement et du développement durable ont organisé conjointement d'hier à aujourd'hui une table ronde. Elle devrait permettre de mobiliser des ressources pour le financement du programme national d'investissement agricole et de la nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Sur 2002 milliards attendus, ce sont plus de 2040 milliards qui ont été mobilisés au terme de cette rencontre. Le point avec Ali Diarasouba. Fin des travaux de la table ronde autour du programme national d'investissement agricole PENIA. La rencontre aura permis de faciliter la mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre du PENIA et de la nouvelle initiative du G8 pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Sur les 2002,818 milliards annoncés, 2040,50 milliards d'intentions de financement ont été obtenus. La situation des investissements acquis et intentions d'investissement se présente comme suit. En ce qui concerne le total des investissements acquis et qui sont en cours d'exécution, nous sommes à un total de 159 milliards 475 millions de francs CFA. En ce qui concerne le total des investissements qui sont acquis et programmés pour exécution en 2013, nous sommes à un total de 261 milliards 540 millions de francs CFA. En ce qui concerne le dernier chapitre, celui des intentions et de financement du secteur privé, il s'élève à un total de 1619 milliards 490 millions de francs CFA. Cette somme est le fruit des sessions d'échange dans les salons thématiques, les séances business to business, B2B, et les audiences entre les partenaires techniques et financiers et les différents ministères concernés. Le représentant du Premier ministre à cette clôture, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko, a tenu à saluer l'engagement de tous pour la redynamisation du secteur agricole. Le niveau de participation des différents acteurs, tant en nombre
qu'en qualité, et surtout, les intentions de financement qui me sont parvenues confirment l'engagement de tous à soutenir le secteur agricole. Le gouvernement ivoirien tient à jouer pleinement son rôle régalien en créant un environnement propice à l'investissement afin de permettre à chaque acteur du secteur agro-silvopastoral, à chaque opérateur économique de mener à bien et en toute quiétude ses activités dans le cadre du programme national d'investissement agricole. L'objectif général du PNIA sur 5 ans vise une croissance agricole de 8,9% pour assurer la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire et à contribuer significativement à celle de la sous-région. Le PNIA devrait également aboutir à une réduction de la pauvreté de 50% à 16% d'ici l'horizon 2020 et à la création de nombreux emplois, notamment pour les jeunes. Le professeur Mireille Dosso est notre invité. Elle est le directeur de l'Institut Pasteur. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. L'Institut Pasteur qui a célébré ses 40 ans mardi dernier, justement, nous vous proposons une présentation de cet institut avec Mamadou Kouassi. L'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire a été créé en juillet 1972 par le premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny. C'est un établissement public national à caractère industriel et commercial. Ses missions sont la recherche, la formation, l'appui au programme national de santé et les activités de diagnostic. Il est sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Durant ses 40 ans d'existence, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire s'est intéressé aux maladies transmissibles et immunitaires de l'homme telles que les méningites, le paludisme, le VIH-Sida, la polio, la tuberculose et l'hépatite. Pour accroître ses capacités d'intervention, l'Institut vient de recevoir un laboratoire de haute sécurité de niveau 3 pour la tuberculose. Valeur 1 milliard de francs CFA financé par l'État américain à travers le PEPFAR. L'Institut Pasteur dispose de 2 sites. Le site de Cocody, logé au sein du centre hospitalier et universitaire, abrite l'administration et quelques laboratoires. Et celui d'Adiopotoumé accueille les centres de recherche. 170 agents y travaillent de façon permanente, dont 60 chercheurs. L'Institut a connu 5 directeurs depuis son ouverture. L'actuel directeur est le professeur Mireille Dosso. Depuis 1978, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire fait partie du réseau international des Instituts Pasteur. Voilà, le professeur Mireille Dosso est donc notre invité. Merci beaucoup, Madame Mireille Dosso, professeur. Est-ce que vous pouvez nous dire, 40 ans après, quels sont les acquis de l'Institut Pasteur, professeur? Je vous remercie beaucoup. 40 ans après les indépendances, nous avons tenu à effectivement montrer les acquis de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, des acquis en termes d'infrastructures. Les laboratoires ont été rénovés et ont été mis aux normes internationales. Nous avons également eu un renforcement important des ressources humaines en termes de recrutement, mais également en termes de compétences et d'expertise. Nous avons également pu renforcer le plateau technique avec notamment des équipements de pointe. Et le laboratoire que nous avons inauguré le mardi 11 septembre témoigne justement de ce renforcement des plateaux techniques qui sont mis donc à la disposition des populations. Et quel est le statut de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire? Alors l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire est un institut national et il est sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et que fait cet institut pour le grand public? On parle de recherche, on parle de formation, il y a d'autres activités? Oui, la première activité que la population connaît, ce sont les activités de diagnostic, notamment le diagnostic des maladies et principalement des maladies infectieuses. Mais en dehors de ces activités de diagnostic, nous avons un rôle important d'appui au système national de santé, notamment dans l'appui aux programmes nationaux de santé, qui se traduit souvent par la confirmation des cas en cas d'épidémie. Mais pour la population également, nous avons un grand rôle de formation et nous formons des chercheurs, des techniciens, des ingénieurs provenant des établissements publics, mais aussi provenant des établissements privés. Et quel type de recherches sont effectuées dans votre institut, professeur? Alors, l'Institut Pasteur est essentiellement un institut qui s'occupe des micro-organismes. Donc le grand domaine de recherche concerne les micro-organismes, qu'il s'agisse des maladies, je dirais, communes, courantes, ou bien maintenant qu'il s'agisse des maladies nouvelles, des maladies notamment émergentes.
Donc un des rôles de l'Institut Pasteur, en plus de son activité de diagnostic des maladies courantes, c'est de surveiller la possibilité ou l'émergence des maladies rares qui peuvent entraîner des grands problèmes de santé publique. Qui dit maladies rares, on peut en savoir un peu plus? Oh oui, les maladies rares, je pense que vous avez toutes les maladies qui concernent les fièvres hémorragiques virales ou qui concernent certaines pathologies respiratoires telles que la grippe et certains virus respiratoires. Et vous avez parlé également de formation à l'émission de l'Institut Pasteur. Vous faites beaucoup de formations? Oui, nous faisons beaucoup de formations spécialisées, aussi bien en direction des établissements en Côte d'Ivoire, mais également en direction des établissements de la sous-région. Un mot de vos perspectives, il y a la création de ce laboratoire de type 3, une véritable révolution. Oui, tout à fait. Ce laboratoire nous fait véritablement rentrer dans une période de recherche de pointe. Et nous l'avons accueilli avec beaucoup de satisfaction et nous remercions tout particulièrement les États-Unis à travers son programme PEPFAR de nous avoir accordé ce laboratoire et nous espérons que ce laboratoire sera un laboratoire également sous-régional. Alors je voudrais également dire dans les perspectives que nous souhaitons pouvoir mobiliser plus la population pour pouvoir fréquenter, n'est-ce pas, les laboratoires et faire ces diagnostics. Deuxièmement, nous souhaitons également à travers ces laboratoires de pointe que la diaspora revienne en Côte d'Ivoire. Et troisièmement, nous espérons que les décideurs vraiment continueront à nous appuyer comme ils l'ont fait. L'Institut Pasteur participe et continue de participer aux réseaux régionaux de surveillance. Certains de ces laboratoires ont un statut sous-régional, mais également aux réseaux internationaux de surveillance des maladies, notamment des maladies émergentes ou des maladies épidémiques. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par type 3? C'est quoi la différence avec un laboratoire normal? Voilà. Le niveau 3, c'est un niveau de sécurité. Il y a des micro-organismes qui peuvent contaminer le manipulateur et dont la transmission peut être aérienne. C'est le cas de la tuberculose. Donc, pour pouvoir techniquer ces micro-organismes, il faut protéger, bien sûr, le technicien. Il faut protéger aussi la population en évitant que ces micro-organismes soient diffusés dans l'environnement. Et il faut aussi protéger l'échantillon du malade pour pouvoir faire un diagnostic correct. Donc il correspond aux normes internationales les plus pointues. Tout à fait. Ce sont véritablement des normes internationales strictes et ces normes internationales sont maintenant appliquées dans ce laboratoire, ce qui fait rentrer l'Institut Pasteur dans un groupe un peu restreint de laboratoires mondiaux. Mais quel appel aux populations? Vous avez déjà commencé? L'appel aux populations que nous pouvons lancer, c'est que véritablement, ils se fassent diagnostiquer le plus rapidement possible lorsqu'ils ont notamment des manifestations. Bien souvent, les médecins leur donnent les analyses, mais ils ne viennent pas ou ils viennent faire ces analyses tardivement. Et je lance vraiment un appel pour qu'ils viennent à l'Institut Pasteur bénéficier, n'est-ce pas, de toutes ces avancées technologiques. Merci beaucoup, professeur. Je recevais le directeur de l'Institut Pasteur, le professeur Mireille Ndosso. Merci d'avoir accepté notre invitation. On poursuit avec le Centre de recherche ouest africain qui a organisé un séminaire sur les médias ivoiriens à l'épreuve de la réconciliation au profit d'une trentaine de journalistes venus du Sénégal, de Guinée, de Mauritanie, du Bénin et de Côte d'Ivoire. L'objectif étant d'amener les journalistes à contribuer au renforcement de la cohésion sociale. La rencontre a pris fin hier après-midi à l'ISTC en présence du ministre de la Communication Diakité Koti Souleymane. Compte rendu Honorine Agnigori. Durant 3 jours, du 10 au 12 septembre, il s'est agi pour la trentaine de journalistes de la presse écrite et audiovisuelle de la sous-région de plancher sur le thème « Les médias ivoiriens à l'épreuve de la réconciliation ». Pour le directeur du Centre de recherche ouest africain, Ousmane Sen, il était question d'amener les journalistes qui sont des faiseurs d'opinion d'exercer dans la règle de l'art. Leçon bien comprise par les journalistes. Nous devrons œuvrer à respecter l'éthique, la déontologie de notre métier. Éviter de personnaliser les débats.
Cette formatrice situe les grands axes de ce séminaire. C'était de voir dans les pays ouest-africains comment on réglait la question des crises, en particulier en période électorale, et d'échanger avec nos collègues ivoiriens sur ces questions-là. Pour le ministre de la Communication, aucune réconciliation ne peut aboutir sans les médias. Les médias, en période de post-crise, doivent porter leur part de fardeau sur le long et tortueux chemin de la réconciliation nationale. Cela passe par un engagement sans embâche à promouvoir, au-delà de leur mission traditionnelle, toutes les actions qui concourent à la paix, à la cohésion sociale et à l'intelligente coexistence des populations. Le représentant du président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, Kwasi Franck, s'adressant aux journalistes, a souhaité que les actes parlent mieux que les dires et les écrits. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. Excellente suite de programmes sur RTI 1 et à demain 20h.